parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique, c'est l'émission qui vous parle différemment de la politique. Nous sommes au Café Français, place de la Bastille. Nous recevons aujourd'hui Razi Hammadi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la 7e circonscription du 93, de la Seine-Saint-Denis. Maintenant, on ne dit plus que 9-3, mais c'est comme ça, hein, quand même, c'est la Seine-Saint-Denis. Votre papa est algérien, votre maman est tunisienne? C'est ça, mon papa. Et vous avez 37 ans, vous êtes député, ça veut dire qu'en France, il n'y a aucun problème avec la diversité? Mon papa était algérien, ma maman était tunisienne. Les deux ont été naturalisés suite à leur demande, c'est venu très tard. Non, il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes par rapport à la reconnaissance de ce qui fait la multiplicité, la diversité, la richesse de la France. Non, il y a des gros sujets, on va en parler, je crois. Vous diriez un peu comme l'ancien président du Sénat qui était d'origine guyanaise, il n'y a aucun problème avec la diversité, je suis président du Sénat, mais il y a un problème, je suis le seul homme politique à être... On n'est pas beaucoup en effet, donc je pense que je dirais quelque chose qui ressemble à ça en effet. Le principal problème à résoudre? Je pense qu'il y a lorsqu'on analyse les choses, des choses auxquelles j'ai beaucoup réfléchi, auxquelles je réfléchis actuellement avec la préparation de la loi égalité et citoyenneté, je pense qu'il y a le problème inconscient de la France avec la question de l'identité. C'est-à-dire qu'on respecte les identités individuelles, mais on a du mal à se figurer une identité collective. Cette identité collective, elle est fantasmée, elle est imaginée quelquefois par une minorité qui veut l'imposer à tous. Donc la France a un problème aujourd'hui sur la réflexion, sur la projection dans un imaginaire collectif de ce que peut être notre identité commune. Ça, c'est un premier problème. Ça commence dès le début, dès l'enfance, et c'est partout, à l'éducation, dans la fonction publique. Mais qu'est-ce que le politique peut faire à ça? Est-ce qu'il y a un levier politique, une mesure? Je pense que déjà, et ça c'est le deuxième problème, il ne faut pas attendre tout de la politique. On a aussi un problème du point de vue de la démarche de lutte contre le racisme et les discriminations, notamment, et la promotion de la diversité. C'est qu'on a fait croire qu'on devait tout attendre de l'État. Il y a des choses qui doivent venir de l'État. Moi, je me bats, par exemple, je l'ai fait voter en première lecture à l'unanimité, c'est la proposition de loi qui vise à inscrire l'action de groupe contre les discriminations. C'est-à-dire qu'on donne les moyens aux gens d'obtenir réparation. Voilà. Après, je pense qu'il y a d'autres mouvements. Il y a aussi le mouvement culturel, il y a le mouvement historique que vous connaissez bien. Puis la troisième chose, elle est liée, je crois, à un terme un petit peu barbare, hein. Je l'assume. C'est ce que l'on appelle l'homogénéité sociologique de nos dirigeants. C'est-à-dire que beaucoup de nos dirigeants se ressemblent et donc s'assemblent, quelquefois s'allient, se protègent contre tout ce qui peut constituer une menace à leur position. Et je vois que dans le secteur privé, eh bien, le secteur privé a compris ça. Il l'a compris. Et donc on voit des jeunes issus de l'immigration qui sont considérés comme une force, une richesse par les entreprises privées dans le monde de l'économie que l'on connaît aujourd'hui. On peut peut-être prendre plus l'exemple sur le privé, sur les entreprises, des choses Je vois avancent, qu'en termes de politique de diversité, je ne vais pas citer à ce stade d'entreprises publiques, notamment dans le domaine audiovisuel, mais lorsque je vois les directions qui ont été nommées récemment à l'aune des derniers changements de direction, je trouve cela un petit peu scandaleux. Là, vous parlez de France Télévisions? Je n'ai pas cité à ce stade, il y a une loi égalité et citoyenneté sur laquelle on travaille, pour laquelle il y aura des mesures. Donc il y aura les polémiques après, je ne veux pas introduire par des polémiques. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez décidé de faire de la politique? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été un peu dans votre enfance, dans votre adolescence, le désir d'engagement? Est-ce que c'est venu progressivement ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a conduit à vous dire je me lance, j'ai envie de m'engager pour mon pays, pour mon quartier, pour ma ville? Oui, je pense qu'il y a l'action militante. L'action citoyenne plutôt, l'action citoyenne,
l'action collective, l'action citoyenne, puis ensuite l'engagement politique, et puis ensuite l'engagement partisan. Alors moi d'abord il y a l'action citoyenne, c'était à l'échelle de mon quartier, j'avais envie de faire des choses, on a fait la radio associative, on a fait l'école des parents, on a essayé de... Et puis il y a eu l'engagement politique lorsque le Front National a gagné la ville de Toulon en 1995. Et là je me dis bon, l'animation des kermesses, l'organisation d'événements, la radio, ok c'est bien, mais là il y a quelque chose d'autre. Donc il n'y a pas d'engagement partisan au sens où je ne suis pas dans un parti, on n'est pas dans le débat gauche-droite, il y a un engagement citoyen. Et puis après mon bac en poche, je décide de faire une année de césure, et notamment en Tunisie, où là je me rends compte que c'est un privilège de vivre, de naître dans un pays comme la France, de pouvoir s'engager politiquement, de pouvoir être libre de ses propos, responsable de ses mêmes propos, et de pouvoir les défendre dans l'espace public. Et là, je pousse en 1998 la porte, boulevard de Strasbourg à Toulon, des locaux du Parti socialiste. Razia Hamadi, 4 petites questions et 4 petites réponses. L'acte dont vous êtes le plus fier, vous êtes député depuis 2012. Ça peut être avant d'ailleurs. Hein. L'acte politique. Hein. L'acte politique dont je suis le plus fier, écoutez, il y a en 2006 le fait d'avoir dit on part au combat contre le contrat à première embauche et personne n'y croyait. Il y a mon vote contre le traité budgétaire européen, j'en suis très fier. Et puis la loi sur les actions de groupe dans le domaine des discriminations qui a été votée à l'unanimité en juin dernier. L'erreur? La première, ça a été, je pense, sur des candidatures où je n'aurais pas dû être candidat au niveau local. C'était peut-être la jeunesse, en tout cas il faut en tirer les leçons, je pense les avoir tirées. Et puis, il y a eu une étape difficile de ma vie où, restant moi-même, il y a eu un moment de tension qui a été filmé. Et ça a été un moment très dur. Voilà. Donc, et qui a été utilisé contre moi, ça a été un moment très dur. L'événement de l'histoire de France qui, pour vous, est fondateur? Pour moi, il y a l'abolition de l'esclavage. Parce que... La première, la deuxième? La première. L'universalisme de la Révolution française et ce qu'elle prône rencontre l'universalisme de l'humanité. Le personnage de l'histoire de France, ou du monde d'ailleurs, que vous respectez le plus, qui est votre modèle, ou que vous auriez souhaité être? Pour la France, Mendes France, pour les valeurs, les principes, l'éthique, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, et ce qu'a été son rapport aussi à la décolonisation, il avait vu les choses très tôt, y compris sur l'Algérie. C'est d'ailleurs lui qui révèle l'une des failles les plus importantes de De Gaulle, c'est d'avoir laissé trop de temps au temps, qui nous a coûté très cher, y compris aujourd'hui encore. Razia Hamadi, les traditions, c'est un jeune d'une association. Alors aujourd'hui, c'est Jeunesse Outre-mer qui vous pose la dernière question. Bonjour, je suis Sandrine de l'association Jeunesse Outre-mer et je suis une jeune femme active. Actuellement, et ce en dépit des différentes actions menées par les gouvernements successifs, l'écart salarial entre un homme et une femme dans le monde du travail est de 19%. Et seuls 14% de femmes occupent des postes de direction en France. Que proposeriez-vous pour réduire ces inégalités? Car j'ai l'impression que la politique a montré ses limites dans ce domaine et que seul le lobbying ou encore les pétitions en ligne ou le fait d'adhérer à des associations ou d'autres actions individuelles ou collectives ont plus d'impact. Alors l'égalité homme-femme, Razia Hamadi. Lorsqu'on travaille sur ces questions-là, je sais que vous travaillez beaucoup sur ces sujets-là, il faut aussi rentrer dans le dur de la politique publique. Comment se construit une politique publique? Comment se construit une loi? On peut faire voter un article de loi qui dit c'est scandaleux. Ils existent d'ailleurs, ces articles. Mais ensuite, l'égalité réelle, terme qu'on a beaucoup attaqué, alors qu'il y a une différence entre déclarer l'égalité et ensuite faire en sorte qu'elle soit réelle. Eh bien, ça nécessite de travailler, de beaucoup travailler. Et donc, moi, j'ai porté l'action de groupe contre les discriminations, y compris dans les écarts salariaux entre femmes et hommes. Ça veut dire quoi concrètement? Déjà, l'analyse de la situation. Aujourd'hui, une femme qui constate qu'à diplôme égal, carrière comparable, elle touche moins qu'un homme, elle va faire quoi? Elle va toute seule
prendre un avocat, s'attaquer à son employeur, sa multinationale. C'est compliqué, c'est très difficile. Par contre, lorsqu'on est face à quelque chose de structurel, comme notre jeune militante l'évoquait à l'instant, eh bien, ces femmes peuvent se réunir et se rassembler. Elles peuvent même rester anonymes, avec un seul avocat qui défend leurs droits et qui porte devant le juge les éléments qui démontrent que, regardez, voilà 150 femmes de telle entreprise, à diplôme égal, situation comparable, carrière comparable, elles touchent 15 à 20% de moins que les hommes. Le juge dit, il y a responsabilité de l'employeur. À partir de là, on rentre dans le procès. Et la troisième partie, c'est la réparation. Et je pense que ce dispositif, qui verra le jour avec la loi égalité et citoyenneté, sera efficace. Razia Abadi, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous étions au Café Français, place de la Bastille, dans ce beau décor d'India Madhavi, du rouge, du blanc, du bleu, les couleurs tricolores. À très bientôt. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,